Ouais, l'acte 3, Stéphane est bien mieux placé pour moi pour en parler, mais ça a déjà été évoqué hier. L'acte 3, l'histoire s'accélère. Non, sur ces thématiques-là, l'ICSM est créé par la volonté de Bernard Bigot. On a été créé spécifiquement et contractuellement pour faire la recherche qui permettrait d'asseoir la génération 4 pour le CEA et qui permet de recycler les matières stratégiques pour le CNRS. Voilà, et avec les équipes qui que. Et évidemment, là, l'histoire, je ne vais pas vous la raconter en détail, j'en étais un peu le... Enfin, j'ai pris quelque chose un peu, quelques parties un peu arbitraires. L'histoire s'accélère énormément. En 4 ans, on construit un bâtiment dans lequel nous sommes. Dans le contrat initial, nous devions être une unité mixte d'enseignement et de recherche. Nous devions être la première recréée, puis finalement, le ministère, au dernier moment, a rétro-pédalé. On n'a pas été unité mixte d'enseignement et de recherche, mais le projet était identique. C'est pour ça que les locaux de l'ICSM et les locaux de l'INSTN sont les mêmes. C'est pour ça qu'on développe des cours vidéo, parce que nous devions faire enseignement et recherche. Maintenant, on est un peu séparés, mais on est dans le même bâtiment. Et puis, je suis très heureux que le directeur actuel, Florent Lemont, reprenne les cours, etc. C'est pas tout de faire de la recherche, il faut aussi apporter les résultats. Et donc, c'est une de nos missions, d'enseignement et recherche, qui était spécifiée dès le début. Et pour l'instant, ça se fait donc séparément à l'ICSM et à l'INSTN. Bon, voilà, alors là, l'histoire change. Donc, ces 4 organismes. Nicolas Clavier, notre médaillé, là, bah, je crois que c'était le premier recruté CNRS. Pierre Baudouin, bah, c'était le premier recruté CEA. Il a fait des étincelles, comme je vais le raconter. Et Nicolas Dacheux nous a apporté un axe sur là où il était fort, sur les matériaux du nucléaire. Bah, ça fait bien partie de la chimie séparative, parce que dans la chimie séparative, on met des liquides et puis les liquides, faut bien les mettre dans quelque chose, donc on peut pas les faire tenir par lévitation, faut les mettre dans quelque chose, d'où l'importance de la matière nucléaire. Et Luc Girard qui était le premier recruté ENS, l'école de chimie, je crois, et qui arrive à porter les enseignements de ce qui se fait chez nous jusqu'en Chine. Et voilà, c'est un enseignant extraordinaire. En plus, il participe au programme de recherche. Et puis, il y a beaucoup d'autres. C'est un acte de 30 minutes pour quelques points d'avancée. Le but, c'est de pas... voilà. Donc, et le logo ICSM dont on a beaucoup parlé, qui est dû à un concours entre thésards à une école qui a eu lieu à la Grande Motte. J'en profite parce que c'est enregistré pour l'expliquer. C'est que le jaune du CEA de l'époque allié au bleu du CNRS, dans lequel vous remarquez qu'il y a un dégradé, il n'y a pas de limite entre les deux, il y a un dégradé. Le dégradé veut dire que la miscibilité des idées des chercheurs est totale, mais que pourtant, avec une interface un peu compliquée, qui est la ligne blanche, on arrive à faire des structures complexes qui peuvent être utiles. Et d'où l'idée, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est le Thésard qui a gagné un ordinateur en proposant ce logo à un trait qui, je crois me rappeler, il n'y a qu'un seul trait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un seul trait, ça rappelle l'histoire que dès qu'on met une molécule tensioactive quelque part, c'était un peu dans le cahier des charges du logo, mais c'est vraiment celui qui est sorti du concours. Voilà, donc ce logo ne vient pas d'une agence de communication, mais vient du fait que bah, ça symbolise notre mission avec des trucs qui vont aux interfaces, c'est la ligne blanche, et on est CEA, CNRS complètement main dans la main, dans les couloirs. On ne sait pas qui est CNRS et qui est CEA, ça ne nous empêche pas d'avoir le même but. Voilà, c'est l'heure du logo, et les objectifs ont été édités par l'Académie des sciences et l'éditeur de ce numéro.
je ne savais pas à l'époque si c'était déjà décidé ou si ça était décidé là. C'était Yves Bréchet qui a été nommé éditeur de ce numéro spécial, bien avant d'être nommé haut commissaire. De façon arbitraire, je m'en excuse auprès des chercheurs ICSM qui ont fait des tas de choses qui ne sont pas dans les celles où j'ai participé et qui me semblent importantes pour le nucléaire. La première, c'est Pierre Baudouin, à qui les gens de l'ADN de l'époque ont dit les Tchèques n'arrêtent pas de nous baratiner pour qu'on mette de l'octanol dans nos procédés parce qu'ils se sont rendus compte que ça a amélioré les procédés. Il est hors de question qu'on ajoute de l'octanol dans les procédés tant qu'on ne sait pas comment ça marche. Alors, si jamais, à profit de la création de l'ICSM, vous pouvez, bon, c'est urgent, il y a des réunions de budget, etc. Dans 3 mois, nous expliquer pourquoi l'octanol. Donc, dans 3 mois, j'ai dit, c'est certainement pas, mais on va mettre le premier poste ICSM sur le projet. Et ça tombait bien parce que Pierre Baudouin avait fait une thèse, une thèse industrielle à Lille et à Regensburg, où il a eu le sujet a démarré simplement. Quelle est la différence entre l'acide octanoïque et l'octanol? L'un, bon, alors, et lui, il a commencé par étudier des hydrotropes plus courts, le PNP, le DPNP, pour ne pas les nommer, la chaîne bleue et verte. Et puis il a comparé une manip simple. Un hydrotrope, c'est pour solubiliser quelque chose. Et comment solubiliser quelque chose pour faire la manip très vite? On met un colorant, on regarde combien il se dissout, et la densité optique te dit combien il y a de trucs dissous. Alors avec les hydrotropes en échelle log, on est là. Avec un tensioactif, c'est pareil, mais on est 2 décades en dessous. Donc ça, c'est l'analogie tensioactif-hydrotrope. Première chose à faire, est-ce qu'il y a une analogie dans les mélanges octanol dodécane ou pentanol, je ne sais plus ce qu'il avait pris. Est-ce qu'il y a une analogie? Alors, il y a une analogie pour l'ingénieur. Oui, on peut dissoudre des trucs en rajoutant des alcools dans des huiles. Et une profonde différence pour le physico-chimiste. Vous voyez que vous avez des courbes qui démarrent à partir d'un truc qu'on appelle la CMC ou la CAC. De l'autre côté, vous avez rien. Vous avez une loi de puissance en phi puissance presque 2, je crois. Donc, c'est à la fois les alcools dans les huiles sont à la fois très similaires à des hydrotropes par leurs effets et très différents par les lois de. Alors, ça, c'est une boîte qu'ils ont ouverte avec Fabienne Testard. Voilà, ça c'était à mon avis, c'est une action qui est toujours en cours. C'est commencer par les gens qui veulent améliorer un procédé, mettre des additifs. Ben voilà, comment jouent ces additifs? Pour comprendre comment jouent ces additifs, il faut en revenir à comment sont les agrégats qui sont les agrégats responsables de l'extraction. Alors le dessin standard dans les livres, bon, voilà, il est là-haut, ça vous dit pas grand-chose. Enfin, moi, ça me dit pas grand-chose. C'est intéressant pour le cristallographe, pour savoir quel atome est là et comment ça va cristalliser. Mais pour comprendre l'effet dans c'était Yves Bréchet, qui a été nommé éditeur de ce numéro spécial, bien avant d'être nommé haut commissaire. Bon, alors, de façon arbitraire, je m'en excuse auprès des chercheurs ICSM qui ont fait des tas de choses qui ne sont pas dans les celles où j'ai participé et qui me semblent importantes pour le nucléaire. La première, c'est Pierre Baudouin, à qui les gens de l'ADN de l'époque ont dit les Tchèques n'arrêtent pas de nous baratiner pour qu'on mette de l'octanol dans nos procédés parce qu'ils se sont rendus compte que ça a amélioré les procédés. Il est hors de question qu'on ajoute de l'octanol dans les procédés tant qu'on ne sait pas comment ça marche.
Alors, si jamais, à profit de la création de l'ICSM, vous pouvez, bon, c'est urgent, il y a des réunions de budget, etc. Dans 3 mois, nous expliquer pourquoi l'octanol. Donc, dans 3 mois, j'ai dit, c'est certainement pas, mais on va mettre le premier poste ICSM sur le projet. Et ça tombait bien parce que Pierre Baudouin avait fait une thèse, une thèse industrielle à Lille et à Regensburg, où il a eu le sujet a démarré simplement. Quelle est la différence entre l'acide octanoïque et l'octanol? L'un, bon, alors, et lui, il a commencé par étudier des extracts, des hydrotropes plus courts, le PNP, le DPNP pour ne pas les nommer, la chaîne bleue et verte. Et puis il a comparé une manip simple. Un hydrotrope, c'est pour solubiliser quelque chose. Et comment solubiliser quelque chose pour faire la manip très vite? Ben, on met un colorant, on regarde combien il se dissout, et la densité optique te dit combien il y a de trucs dissous. Alors avec les hydrotropes en échelle log, on est là. Avec un tensioactif, c'est pareil, mais on est 2 décades en dessous. Donc ça, c'est l'analogie tensioactif-hydrotrope. Première chose à faire, est-ce qu'il y a une analogie dans les mélanges octanol dodécane ou pentanol, je ne sais plus ce qu'il avait pris? Est-ce qu'il y a une analogie? Alors, il y a une analogie pour l'ingénieur. Oui, on peut dissoudre des trucs en rajoutant des alcools dans des huiles. Et une profonde différence pour le physico-chimiste. Vous voyez que vous avez des courbes qui démarrent à partir d'un truc qu'on appelle la CMC ou la CAC. De l'autre côté, vous avez rien. Vous avez une loi de puissance en phi puissance presque 2, je crois. Donc, c'est à la fois les alcools dans les huiles sont à la fois très similaires à des hydrotropes par leurs effets et très différents par les lois de. Alors, ça, c'est une boîte qu'ils ont ouverte avec Fabienne Testard. Voilà, ça c'était à mon avis, c'est une action qui est toujours en cours. C'est commencer par les gens qui veulent améliorer un procédé, mettre des additifs. Ben voilà, comment jouent ces additifs? Ben voilà, comment jouent ces additifs? Pour comprendre comment jouent ces additifs, il faut en revenir à euh, comment sont les agrégats qui sont les agrégats responsables de l'extraction. Alors le dessin standard dans les livres, bon, ben, voilà, il est là-haut. Ça vous dit pas grand-chose. Enfin, moi, ça me dit pas grand-chose. C'est intéressant pour le cristallographe, pour savoir quel atome est là et comment ça va cristalliser. Mais pour comprendre l'effet dans une microémulsion, c'est plus difficile. Et là, il y a eu la chance, je crois qu'il a jamais fait partie de l'ICSM, mais Philippe Guilbeault, quand il faisait encore du travail lui-même, il a eu l'idée, lui-même, à faire les calculs et les manips, il a eu l'idée de se dire, après tout, on a les électrons dans les orbitales, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des nuages. Qu'est-ce que ça donne si je mets un petit point noir à la place de tous les carbones? Je mets un petit point bleu à la place des azotes et je mets un petit point rouge à la place de l'oxygène. Et je fais ça pour 200 ou 300 images de dynamique moléculaire. Et du coup, l'agrégat, bah, c'est plus un truc mort, c'est un espèce de nuage. Et le nuage qui interagit avec le nuage d'à côté, moi, ça m'a tout de suite parlé, le nuage, et je pense que c'est un truc d'avenir à long terme, parce que si le nuage est ramassé compact, ça veut dire que tous les objets restent à peu près au même endroit. Coefficient de diffusion différent, entropie différente, puisque plus on a de positions possibles, on va avoir une entropie différente, et ça, on n'en tient jamais compte. Donc derrière cette vision de commencer à imaginer les agrégats comme des nuages, avec l'analogie des orbitales électroniques, ça me semble d'avenir. Jean-François Dufraîche, notre grand théoricien, il me dit tu rêves avec tes nuages. D'accord. Tu rêves avec tes nuages parce qu'en fait, la seule chose qu'on peut définir, c'est des fonctions de corrélation. Et donc bon,
c'est plus compliqué que ça. Il faut calculer des fonctions de corrélation. Si on veut calculer des prédire des faits, il faut aller là-dedans. Ça, c'était une grande avancée 2012. 2014, que je cite parce que c'est la première fois qu'il y a une collaboration commune entre le DMRC, Argonne et l'ICSM. Et ça a été le jour où, au lieu de parler de nuages, ils trouvaient que c'était trop à Argonne, ça leur plaisait pas trop, c'était trop fumeux. Par contre, à Argonne, ils ont dit nous, on a une seule chose sérieuse en cristallographie, c'est les Patterson, c'est la transformée de Fourier, c'était leur culture. Donc, pour publier, ils étaient complètement d'accord sur le texte et la conclusion. C'est une des seules fois où il y a un article commun à Argonne-Marcoule. Et d'ailleurs, là, ils ont envoyé, comment il s'appelle? Oui, c'est Thomas de Mars qui a été envoyé là-bas en postdoc. Et l'accord s'est fait, le texte, on était d'accord depuis le début, mais la publi n'a été faite que lorsqu'on a fait la transformée de Patterson. Donc en haut, c'est la façon dont on représente les courbes de diffusion en Europe. Et aux États-Unis, ils préfèrent la transformée de Fourier, la fonction de Patterson. C'est la distribution de cordes dans le langage français. C'est la même chose qu'en haut, sauf que c'est retraduit dans l'espace réel. Et ça a l'avantage, c'est que si vous avez un pic symétrique, c'est une sphère, et si vous avez une queue, c'est que la sphère est déformée. Donc on veut dire que là, les objets, le dernier, l'objet, il a jusqu'à 100 angstrom de diamètre. Voilà. Donc cette INAX, cette culture ICSM se répand. Il y a des questions de langage. Il faudra, ça c'est des messages pour nous, on a l'habitude de faire des I de Q séparés en facteurs de structure. Bon, eux, ils aiment bien séparer le facteur de structure et ensuite calculer le Patterson. C'est un message pour les suivants. Faire attention à utiliser le langage. Histoire de pénétration de chaîne, pas pénétration de chaîne, etc. Ça a conduit à des travaux de Stemplinger. Et là, il y a des résultats marquants. On voit tout à fait que dire qu'un agrégat, c'est une stoichiométrie, c'est une oversimplification qui bloque complètement les progrès. Il faut avoir des images un peu plus précises pour calculer des interactions. Et en particulier, la grande innovation 2016 de l'ICSM, et ça, je parle à l'échelle mondiale, c'est pas pour nous verser des fleurs, mais vous savez tous que les noyaux atomiques dépendent de A et de Z, et que dans les complexes, dans les agrégats, eh ben, il faut faire la même chose, une vallée de la stabilité, c'est-à-dire qu'on va faire une cartographie des énergies de formation, exactement comme pour les noyaux, en fonction du nombre de molécules d'eau et du nombre d'extractants à partir de 4 pour faire un volume. Et donc, on obtient des cartes d'énergie de formation et des cartes de probabilité. Donc, quand vous dites j'ai un agrégat d'un extractant donné dans une solution donnée, vous savez que vous avez en équilibre dynamique tout un tas d'espèces qui sont en gros le tableau équivalent au tableau des noyaux. Et raisonnablement, dans les premiers calculs de l'ERC, on en mettait une centaine, ce qui ne nécessitait pas une centaine de paramètres, parce qu'on pourrait faire la même chose avec la stoichiométrie, mais on n'a pas besoin d'une centaine de paramètres. C'est un agrégat qui existe sous différentes formes énergétiques. Une autre chose que entre 2015 et 2019, il y a eu plein de publications dans les années 60. Les gens savaient que si on mélangeait deux extractants, ben on avait une efficacité plus grande pour certains rapports molaires que pour d'autres. Aucune théorie pour ça. La seule théorie possible, c'était qu'il n'existe qu'un type d'agrégat avec une stoichiométrie donnée. Dans des petites molécules, vous dites à n'importe quel physico-chimiste que vous avez dans un liquide une seule stoichiométrie pour un truc sans liaison chimique, il vous dit attendez, vous délirez complètement. Donc il n'y avait pas d'explication de la synergie autre que des explications qui contredisaient tout ce qu'on savait sur la physique des liquides, et ça c'était un peu fort. Et donc finalement la clé a été trouvée, je vous la donne. Elle est dessinée en haut. En haut, on a décidé un agrégat mixte avec deux extractants, un qui peut exister sous forme acide et l'autre pas, le vert clair, le vert foncé, le bleu. Et donc, j'ai pas simplement 6 agrégats sur une sphère, mais j'ai 3 types d'agrégats. Donc, j'ai un nombre assez grand de quelques centaines de les positionner. C'est quelques centaines de configurations locales différentes.
c'est la définition de Boltzmann de l'entropie locale. Et donc, c'est cette entropie locale. Vous n'avez pas inventé une nouvelle molécule, vous n'avez pas cherché la molécule miracle, mais par la formulation, vous avez créé des agrégats mixtes qui ont plus d'états. Et est-ce le nombre d'états? Voilà, ça, c'est et ça c'est facile à dire en une slide, mais ça nécessite énormément de travail. Bravo Sandrine d'avoir eu l'opiniâtreté d'avoir fait ça. C'était 10 années de travail là-dedans. Et puis comme je le disais, quand les théories s'affinent, il faut aussi affiner les. Donc ça c'est en 2021. Grâce au soutien de l'ERC, bon ça financier c'est une chose, mais grâce au soutien intellectuel et total de construction, on part d'une idée et puis on arrive à la manip qui marche et qu'on publie. Merci à toi Jean-Christophe, mais tu as toujours le seul appareil au monde, grâce à la Fluo X, qui peut mesurer en quelques minutes un coefficient de diffusion, un coefficient de distribution en réel ou en quelques heures, et donc pouvoir faire dans les diagrammes de phase. Donc toute la littérature de l'hydrométallurgie est inutilisable parce que les résultats sont pas assez précis. Avec ces machines, dont il serait bon d'en construire plusieurs, eh bien, on va avoir de quoi alimenter les débats théoriques. La dernière chose que je voulais citer rapidement, qui me semble importante, c'est en 2022, la reconnaissance qu'il existait dans les hydrotropes, dans les additifs qu'on ajoutait, sans savoir trop pourquoi. On n'en est pas à la fin de l'histoire, mais en gros, il existe 3 mécanismes différents des additifs. Soit ils font en haut à gauche des cosolvants, soit c'est-à-dire qu'ils dissolvent des micelles, il y en a moins, ça marche moins bien. Par contre, on est sécurisé contre la 3e phase. En haut à droite, c'est du cosurfactant. Alors ça, c'est super intéressant quand on arrive à l'avoir, parce que l'extractant, l'additif en rouge participe à l'entropie de l'agrégat. Donc on gagne là parce qu'on l'a ajouté comme modifieur en pensant qu'il va dans l'huile, mais en fait, il participe à l'extraction. Et puis un troisième auquel je croyais pas beaucoup, mais je rends hommage à ceux qui ont été menés les manips jusqu'à montrer que c'est vrai. C'est des molécules qui font une espèce de surcouche de moufle qui se rajoute un peu sur les chaînes qui protrudent et qui ont qui s'absorbent, qui sont plus ou moins éjectées du solvant, mais qui s'absorbent sur les micelles et qui font un deuxième. Donc ça a été publié en 2020. La dernière avancée qui était publiée en 2017. Donc là, c'est une avancée de Stéphane Marcellia, invité de l'ERC, qui était présent ici. Il nous a rappelé que toute la littérature était fondée sur l'entropie des binaires. Or, l'entropie des ternaires, de temps en temps, je suis désolé, l'image s'est décalée. Dans l'entropie des ternaires, si vous prenez un échantillon, vous y ajoutez, vous diluez par là. Excusez-moi, ça s'est décalé, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû mal cliquer. Donc vous décalez ici, vous arrivez là, tout d'un coup, l'échantillon qui est à la limite du bleu clair et du bleu foncé se démixe en 2 états, qui sont dans le bleu foncé, qui sont quasiment dans la même couleur. Donc ça coûte rien en entropie. On n'y pense pas quand on est physico-chimiste, ça coûte un peu, mais ça coûte quasiment rien. Et si ça coûte quasiment rien, on sait combien, là, ça coûte de l'ordre de 10 kb dans 300 degrés, ça fait 10 fois 300, ça fait 3000, 3 kJ par alors là, c'est des nanomètres cubes, c'est pas tout à fait des moles, mais ça coûte pas grand-chose. Et ça coûte pas grand-chose peut être compensé par pas grand-chose, des forces d'hydratation, etc. Et là, il y a des tas de procédés qui commencent à être expliqués. De là viennent tout un tas de procédés de nouvelles formulations qui m'ont valu un prix récemment parce que c'est complètement général. C'est que si vous choisissez la binodale sur laquelle vous travaillez, vous pouvez choisir. Quand vous êtes très loin du point critique, vous êtes très dilué, mais vous êtes safe. Vous avez un extractant qui extrait bien. Vous êtes safe. Ça extrait tellement bien que des fois, ça précipite. Puis après, si vous ajoutez quelque chose qui vous donne un point critique, si vous en rapprochez, comme un moteur, mais vous freinez, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'inventer une autre molécule. Il suffit de choisir le point de fonctionnement et vous pouvez choisir
Le coefficient de distribution, moi, j'aime pas mettre des coefficients D, je préfère RT log de D, c'est-à-dire l'énergie d'extraction. Vous pouvez choisir avec le même extractant, la même molécule, le même ternaire, vous pouvez choisir de précipiter, d'être dans la bande verte, c'est-à-dire celle où l'extraction est faisable, ou même de désextraire, parce que là, KD est supérieur à 1, vous pouvez même désextraire, et sans avoir rien à changer. Et à mon avis, le secret de l'histoire qui a plus besoin de désoxyder il n'y a plus besoin d'hydrazine dans certains procédés. C'est dû au fait que suivant l'ion que vous voulez extraire, vous êtes plus ou moins loin du point critique associé. Et c'est ça qui fait qu'on n'a plus besoin de changer d'état redox. C'est parce qu'on est capable de choisir le point de fonctionnement. Et donc ça, c'est, me semble-t-il, la dernière grande innovation 2022. Et tout ça, c'est fondé sur quoi? C'est fondé uniquement sur la Ienaïque. La dernière grande innovation 2022. Et tout ça, c'est fondé sur quoi? C'est fondé uniquement sur la Ienaïque, qui est de dire, dans la théorie classique, on a un delta G de complexation, et quand ça ne marche pas bien, ben, on met des paramètres. En fait, il y a plein de termes supplémentaires dont j'ai parlé, l'entropie, etc. Et au lieu de faire... Les deux sont mathématiquement justes et physiquement justes. Au lieu de dire qu'une extraction, c'est dû comme à droite, comme on faisait avant, sur plein d'équilibres qui sont en équilibre entre eux, où chaque équilibre, vous avez delta G égale delta H moins T delta S. Eh bien non, vous avez les espèces qui sont extraites par un moteur en rouge. Il se trouve que par la structuration des solvants, ben, il y a plein de freins. La différence entre le moteur et le frein, c'est ce dont a besoin l'extractant, c'est le delta G. Et c'est ce changement total de paradigme, à mon avis, est extrêmement porteur, puisque chacune de ces termes peut non pas être prédit quantitativement, mais se mesurer, s'estimer par des mesures autres. Et c'est cette façon-là de voir tout ce qui est l'extraction liquide-liquide. Elle reste à faire pour les années futures, de faire le même raisonnement en remplaçant ça par un solide. Là, on veut dire, on fait la théorie de la lixiviation, ou alors en essayant d'enlever les freins pour qu'à la fin, le moteur l'emporte et que le truc précipite. Il s'agit de fermer le cycle pour refaire des matériaux. Ça reste à faire, mais l'image, voilà, l'ICSM, pour l'instant, on est là. Ça marche sur le liquide-liquide. Est-ce que ça marchera? À vous de voir comment ça peut marcher sur du liquide solide et sur la lixiviation. Et puis, ce qui est fait à la demande du nucléaire peut avoir de temps en temps des effets inattendus. Ce que je viens d'expliquer, exactement ça, permet l'extraction des lipides dans... tiens, j'ai oublié de mettre les noms. Werner Kunz et Farid Chemat. Farid Chemat est venu nous voir en disant l'extraction des lipides, et pour les sociétés, je ne sais plus comment elles s'appellent, Naturex, ils sont toujours embêtés. Et des fois, ils sont obligés de faire des ternaires au méthanol chloroforme. C'est les méthodes de Bly-Dyer qui sont citées plus de 100 000 fois dans la littérature, mais qui utilisent tous des ternaires avec des chlorés. Et puis on s'est dit, bah tiens, on va essayer de faire la même chose en connaissant les points critiques et la démarche IANAIC, sauf qu'on n'a plus droit aux produits chlorés. Et on a fait de l'eau de l'éthylacétate et je sais plus quoi, là je vois plus bien. La dernière grande innovation 2022. Et tout ça, c'est fondé sur quoi? C'est fondé uniquement sur la Ienaïque, qui est de dire, dans la théorie classique, on a un delta G de complexation, et quand ça ne marche pas bien, ben, on met des paramètres. En fait, il y a plein de termes supplémentaires dont j'ai parlé, l'entropie, etc. Et au lieu de faire... Les deux sont mathématiquement justes et physiquement justes. Au lieu de dire qu'une extraction, c'est dû comme à droite, comme on faisait avant, sur plein d'équilibres qui sont en équilibre entre eux, où chaque équilibre, vous avez delta G égale delta H moins T delta S. Eh bien non, vous avez les espèces qui sont extraites par un moteur en rouge. Il se trouve que par la structuration des solvants, ben, il y a plein de freins. La différence entre le moteur et le frein, c'est ce dont a besoin l'extractant, c'est le delta G.
Et c'est ce changement total de paradigme, à mon avis, est extrêmement porteur, puisque chacune de ces termes peut non pas être prédit quantitativement, mais se mesurer, s'estimer par des mesures autres. Et c'est cette façon-là de voir tout ce qui est l'extraction liquide-liquide. Elle reste à faire pour les années futures, de faire le même raisonnement en remplaçant ça par un solide. Là, on veut dire, on fait la théorie de la lixiviation, ou alors en essayant d'enlever les freins pour qu'à la fin le moteur l'emporte et que le truc précipite. Il s'agit de fermer le cycle pour refaire des matériaux. Ça reste à faire, mais l'image, voilà, l'ICSM, pour l'instant, on est là. Ça marche sur le liquide-liquide. Est-ce que ça marchera? À vous de voir comment ça peut marcher. Sur l'instant, on est là. Ça marche sur le liquide-liquide. Est-ce que ça marchera? À vous de voir comment ça peut marcher sur du liquide solide et sur la lixiviation. Et puisque ce qui est fait à la demande du nucléaire peut avoir de temps en temps des effets inattendus. Ce que je viens d'expliquer, exactement ça, permet l'extraction des lipides dans... tiens, j'ai oublié de mettre les noms. Werner Kunz et Farid Chemmat. Farid Chemmat est venu nous voir en disant l'extraction des lipides, et pour les sociétés, je ne sais plus comment elles s'appellent, Naturex, ils sont toujours embêtés, et des fois ils sont obligés de faire des ternaires au méthanol chloroforme. C'est les méthodes de Blind derrière qui sont citées plus de 100 000 fois dans la littérature, mais qui utilisent tous des ternaires avec des chlorés. Et puis on s'est dit, bah tiens, on va essayer de faire la même chose en connaissant les points critiques et la démarche INAIC, sauf qu'on n'a plus droit aux produits chlorés, et on a fait de l'eau de l'éthylacétate et je sais plus quoi, là je vois plus bien, et de l'éthanol. On a publié ça dans une revue d'ingénieurs, et maintenant le monde entier s'y met. On a été utile aux gens qui font de l'extraction dans les plantes en faisant exactement la même chose. La publie, non, je crois que c'était un peu avant 2022. Ceux qui chercheront, c'est peut-être, je me suis trompé dans les dates, je pense que c'est plutôt 2020. Voilà, donc à la fin de l'acte 3, vous voyez tout. Donc Francis Perrin posait des questions. Pierre Joliot disait intéressez-vous à l'exemple biomimétique. Non, pardon, ici je me suis trompé. Là, c'est Claude Fréjac qui disait pourquoi les additifs pourquoi les produits de radiolyse ingénieurs. Maintenant, le monde entier s'y met. On a été utile aux gens qui font de l'extraction dans les plantes en faisant exactement la même chose. La publie, non, je crois que c'était un peu avant 2022. Ceux qui chercheront, c'est peut-être, je me suis trompé dans les dates, je pense que c'est plutôt 2020. Voilà, donc à la fin de l'acte 3, vous voyez tout. Donc Francis Perrin posait des questions. Pierre Joliot disait intéressez-vous à l'exemple biomimétique. Non, pardon, ici je me suis trompé. Là, c'est Claude Fréjac qui disait pourquoi les additifs pourquoi les produits de radiolyse nous embêtent. Paul Rigny a eu son soutien. C'est lui qui a créé la ligne nanosciences et colloïdes en 79. Il en a compris il y a plus de 40 ans, et il est encore de ce monde. Il a compris plus de 40 ans pourquoi il était important de faire de la recherche en physico-chimie pour servir le cycle du nucléaire. Charles Madic, il m'a dit quelles étaient les questions, parce que moi j'en avais absolument aucune idée. Charles Madic a posé toutes les questions à partir de son... C'était un des concepteurs enfin c'était je crois que c'était le plus chercheur de tous les ingénieurs impliqués dans le cycle du combustible. Il nous posait toutes les questions. Il a hélas disparu en 2007. Et en bas, j'ai Jean-Christophe Santé Manip. On n'en serait jamais là où on en était, là où on en est. Et puis à la fin, je vous ai pas mis les noms parce que pas de chance. Stéphane, Jean-François et moi, c'est un lot à prendre. On fait un lot. Voilà, merci de votre attention. Bon,
vais prendre la parole, puisque c'était le dernier acte, Stéphane Collet-Rostin, de tout ça, finalement, parce que tu as donné plein de pistes. Et il y a beaucoup de choses qui émergent, parce que quand on parle du cycle du combustible, en même temps, on parle aussi d'intensification de procédés plus sécurs, on parle utilisation de moins d'eau. Donc comment, dans tout ça, la physico-chimie peut se situer par rapport, en plus, à tout ce qui se fait de nouveau en matière de nouveaux solvants. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai, on regarde ce qui se... On essaye de comprendre ce qui se fait dans les procédés classiques. Est-ce que c'est transférable dans les procédés qui le sont moins, que l'on nomme un petit peu vulgairement, je pense, innovants, quand on pense à ce qui se fait avec des liquides ioniques, avec des solvants techniques profonds. On parlait de mécano aussi, chimie, enfin on parlait plein de choses comme ça. Quels sont les ingrédients qu'on peut, justement, à ton avis, rajouter pour faire avancer le Schimblick? Il y a beaucoup de questions dans ta question. Alors, est-ce qu'elle se veut assez générale pour avoir ton point de vue à partir de tout non, ça? non, Tiens, non, où est-ce que... Elles sont toutes super importantes. La première, le seul où je pense que le travail est bien entamé, c'est sur la sécurité, la troisième phase, la reproductibilité, la variation en fonction des variations des entrants. Là, je crois que le travail est bien démarré. En ce qui concerne l'eau, c'est le grand problème, parce que tout ce qui est dissous dans l'eau, il y a une grande énergie de cohésion. Il faut vraiment réfléchir à des technologies qui vont au-delà de j'évapore et puis j'essaye de me débarrasser de ce qui reste au fond. Là, tout est à faire. Après, ce qui a été fait sur les diamides état modèle ou sur le TBP, aller sur les monoamides, c'est sans problème. Il faut juste faire le diagramme de phase et puis le comprendre. Sachant que les diamides ont un intérêt, c'est que comme c'est des molécules plus petites, elles ont plus d'entropie par unité de volume. Donc les termes entropie qui étaient négligés, ils sont beaucoup plus grands. Donc je pense qu'on va comprendre beaucoup plus vite quand les diagrammes de phase seront faits avec les monoamides. Ça a un petit coût en modélisation parce qu'ils sont moins actifs de surface, donc ils vont moins former des objets, ce qui ne les empêche pas d'avoir des fonctions de corrélation locale. Donc ça, c'était pour la première partie de ta question. La deuxième partie, elle est commune à Binmans et à beaucoup de gens en Europe. C'est on a entamé le travail sur l'extraction et la désextraction. Quid de tous les effluents? Là, tout est à faire. Je ne sais pas comment faire. Après, il y a l'autre aspect en disant au lieu d'utiliser au lieu d'utiliser toujours les trois mêmes molécules, allons sur des systèmes non conventionnels. C'est comme Faraday l'électricité, il faut aller voir hein, pour savoir. On ne sait rien a priori. Par contre, il y en a qui ont des avantages sur le papier, donc on a évidemment intérêt à faire autre chose que des petites modifications à partir des procédés de TBP. Donc, alors, dans les cas des liquides ioniques, un coup de chance, c'est que la théorie statistique des structures au lieu de l'auto-assemblage, la théorie de la structure des liquides ioniques, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà faites dessus, donc on peut s'appuyer là-dessus. Les systèmes doublement aqueux, les théories existent aussi, donc la partie théorique, au lieu d'être des courbures de chaîne, c'est autre chose, mais toutes les idées de chercheurs valent le coup d'être explorées. À mon avis, ça vaut la peine d'explorer des fluides non conventionnels, sans dire d'avance, j'ai pensé à ça, donc ça doit être la bonne solution. Donc, voilà, il y a un travail modeste de chercheurs en disant, j'ai un nouveau système, voilà. J'essaie de faire un bilan. D'abord, comment il marche, après, le chiffrer, combien ça coûte, etc. Excuse-moi, il y avait une autre partie. Oui. Donc, Diane Rebiscoul. Alors, moi, j'ai une question. Bon, je vois un petit peu les perspectives, mais je te la pose quand même sur ta vision de la yénaïque et du solide liquide. Ah, du solide liquide. Ah, oui. Eh bien,
Ouais, je pense que les manips que vous avez faites en comparant un colloïde naturel filtré et non filtré, en voyant qu'il y avait beaucoup de choses qui passaient le filtre, et que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui manquaient dans les spéciations. Ça, c'est fondamental, ça a ouvert une porte. Après, ce que vous avez observé dans les colloïdes, c'est un truc qui n'est pas compact. Et toutes les précipitations solides liquides que je connais ont été développées entre quelque chose de nucléation-croissance d'un objet tridimensionnel et de l'autre côté, DLA, RLA, Diffusion Limited Aggregation. On se colle sur un agrégat en croissance, après on diffuse, ça compacifie un peu. Et Reaction Limited Aggregation, qui fait des trucs beaucoup plus fractal 1,2, 1,4. C'est tout ce qui a été... Et je pense que vous, ce qu'il y a de particulier avec l'uranium, UO2+, c'est pas une sphère comme dans toutes les théories, mais c'est plutôt, j'ai bien compris, un uranium et deux oxydes. Donc c'est un peu directionnel. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des agrégats qui ne peuvent pas croître en taille parce qu'il y a un excès d'un composant par rapport à l'autre. Donc les bouts se chargent, ils ne peuvent pas croître en taille, donc ça ne va pas pour la nucléation-croissance. Par contre, ils ont un aspect quasi directionnel, directionnel de l'interaction, donc on ne peut pas se servir des théories DLA et RLA qui existent. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous êtes sur la bonne piste d'un truc complètement général et vraiment important, c'est de comprendre comment des objets qui ne sont ni moléculaires ni infinis se forment et comment ils sont un peu intermédiaires entre les agrégats fractales qui sont connus depuis les gens qui étudient l'agrégation et les solides 3D des gens qui font nucléation-croissance. Vous êtes entre les deux et l'ICSM est armé pour résoudre ce problème. Et c'est un problème très important parce que toutes les théories de propagation de l'uranium dans la géosphère suppose qu'il n'y a que celles qui sont dans l'étape de spéciation. Bon, c'est 10% du truc, 90% sont oubliés. Ou alors des gens qui se disent, prenons un colloïde modèle assez grand que je connais bien, c'est une espèce particulière. Donc, l'uranium se trouve dans la nature et souvent dans les procédés, absolument pas sous les formes qui existent dans l'étape de spéciation, et pas non plus dans des objets macroscopiques. On est dans la physico-chimie mésoscopique. C'est un joli problème que je vous souhaite pour les années à venir. Et voilà, celui qui le résoudra aidera énormément tout ce qui est acceptation et compréhension du nucléaire. Et sur les surfaces fonctionnalisées aussi. Alors, sur les surfaces... Alors là, je dirais que sur les surfaces fonctionnalisées, je sais pas, c'est pas facile, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne connaît pas le potentiel d'interaction entre l'uranium et cette surface-là, l'uranium atomique, enfin l'ion uranium ou l'ion uranyle. Une fois que ça sera connu, il me semble qu'il faudra faire cette mesure-là d'abord et après remplacer l'uranium moléculaire par un uranium colloïdal et voir comment il va se plaquer et produire des co-précises. C'est comme ça que j'aborderai le problème. Parce qu'aller directement sur une surface fonctionnalisée, bon, je pense que de temps en temps, j'ai beaucoup d'enthousiasme là-dessus, mais il y a beaucoup de difficultés. Voilà. C'est un truc à faire, c'est important, mais avant d'aller à une surface fonctionnalisée, il faut bien mettre ses bases avec une surface bien connue et connaître le potentiel, me semble-t-il, ou de le faire en même temps. Autre question? Ah, voilà, Christophe. Christophe, vous savez bien. Moi, je ne vais pas te poser de questions parce qu'il faudrait que j'arrive à comprendre tout ce que tu as pu dire et j'aurais du mal. En revanche, j'aimerais faire quelques petits commentaires. Le premier, moi, ça m'a éclairé encore une fois, si tant est qu'il le faille, entre ce que j'ai vu hier matin et ce matin, de tout l'intérêt qu'il y a d'avoir l'ICSM aux portes de Marcoule et des collaborations que l'on peut mener avec les départements dans les grilles et l'ICSM. Donc, c'est essentiel, et je le vois encore, d'avoir cette approche de chimie un peu plus théorique que vous pouvez avoir, faire creuser, faire progresser nos connaissances
pour que les procédés que l'on derrière, on essaye de monter en échelle et qu'on puisse proposer à notre partenaire industriel marchent. C'est essentiel. Ça m'amène d'ailleurs à 2 commentaires. Le premier, je pense que vous avez tous compris qu'on est à la veille d'une révolution vis-à-vis de la Hague sur la séparation UPU, en essayant de sortir du TBP et donc du DBP, MBP et autres produits de radiolyse, et d'avoir un monoamide. Alors, je pense que on n'a pas encore complètement convaincu Orano. Pour autant, ça va ouvrir des questions forcément de compréhension. On a aussi un certain nombre de phénomènes qui vont aussi perturber cette extraction et l'efficacité. Et on aura besoin de les comprendre et de les apprécier avec une connaissance fine de la chimie qu'on peut développer ici à l'ICSM. Ça me convainc de dire qu'il y a 2 belles années encore de travaux à faire sur la partie combustible nucléaire dans les années à venir. Et puis il y a un deuxième point, et je rejoins un petit peu ce qu'a pu dire Stéphane tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi une mutation qui est en train de prendre notre direction. Vous avez tous compris que depuis 4 ans, on n'est plus la direction de l'énergie nucléaire, mais la direction des énergies. Et quand on parle de des énergies, ça veut dire qu'on va s'intéresser à autre chose. Alors, passionnant, UPU et produits de fission, mais à d'autres éléments pour pouvoir apporter là aussi nos compétences, nos connaissances fondamentales ou procédés, mais je crois que le champ est très vaste, à d'autres systèmes que l'uranium et le plutonium. Et là, quand on regarde le tableau de Mendeleïev, je pense que tout est acceptable. Toutes les terres rares, tous les métaux, parce qu'on va les retrouver dans les aimants, dans les batteries, voire dans d'autres constituants de ces systèmes qui sont les énergies bas carbone pour lesquelles le CEA s'est particulièrement missionné pour travailler. Et l'ISEC, avec l'ICSM, en fait pleinement partie. Donc là aussi, je crois, Thomas, que c'est important pour moi de pouvoir le redire. Je pense que tu partageras mon avis, de dire que vous avez beaucoup travaillé avec des questions scientifiques et depuis très longtemps sur un système nucléaire qui est déjà très complexe. Alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'on le maîtrise suffisamment et est-ce que c'est une bonne idée que d'aller voir ailleurs? Je ne sais pas. Pour autant, ça nous ouvre aussi certaines portes pour pouvoir accompagner des partenaires un peu plus industriels, mais ça passe par la résolution de questions scientifiques majeures sur toujours nos fondamentaux, nos compétences dans la séparation liquide-liquide, voire d'autres espèces. Mais c'est quand même aussi essentiel pour nous. Et je crois que l'apport que peut avoir l'ISEC avec l'ICSM et avec des expérimentations à plus grande échelle, que ce soit dans Atalante, quand on va travailler dans le nucléaire, mais dans d'autres laboratoires purement inactifs avec un couplage procédé, ça doit nous apporter, on va dire, des perspectives mirobolantes, c'est ce que disait mon chef à l'époque. Et on a besoin, Jacques Bouchard disait qu'il vaut mieux faire envie que faire pitié. J'en suis convaincu et on a les atouts pour y arriver. Et je crois que ces 2 journées-là, en tout cas, Thomas me l'ont encore plus montré. Ouais, voilà. Je ne peux que répondre en disant c'est sûr que ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'expérience récemment. Maximilian Pleines, qui a eu une thèse à Mont-Aval, si je me souviens bien, il y avait une liste de 15 ou 20 monoamides qui ont été synthétisés. Et il y en a qui faisaient des viscosités différentes. On a mis un thésard sur le sujet, il a appliqué la théorie. Et surtout, c'était bien de savoir, enfin, ça lui était égal de savoir lesquels devenaient visqueux et lesquels ne devenaient pas. Il a développé la théorie blind à partir de manip de diffusion. Ça m'a rapporté un prix, d'ailleurs, je n'ai pas dû mettre, enfin, sans le coupera, je n'ai pas dû mettre dans ma liste de prix, je me suis un prix de chimie industrielle aux États-Unis, en 2018, je crois. Et moi, j'étais très heureux le jour où on lui a dit tiens, celui que tu as trouvé là, oui, c'est celui-là qui marche le mieux. Et lui, il avait prédit, on lui avait juste donné la liste. Et donc, ça prouve, pas pour faire le malin, mais ça prouve que cette démarche commencée là, quand elle va s'appliquer, je suis persuadé, entre les départements, mais ça nécessite d'y mettre des moyens, évidemment, des 2 côtés qui travaillent. Tu le sais bien. Merci.